Salam alaikum, Matalid, Azul Flawel, bonjour, etc. dans toutes les langues du monde. Bon, alors là aujourd'hui je vais essayer de donner mon avis sur le Hirak, enfin surtout sur le Hirak de la place de la République à Paris. Alors, bon, au départ, on ne revient pas là-dessus, on ne va pas refaire l'histoire mille fois. Tout le monde est sorti pour rejeter Bouteflika et son équipe. Contre la corruption, il y en avait marre, totalement marre, que le pays n'avance plus, Bref, tout le monde connaît l'histoire. Donc tout le monde est sorti en Algérie et aussi en France et dans d'autres pays pour manifester la solidarité avec les Algériens sur place, en Algérie. Ok. Maintenant, bon, il n'y a pas de Hirak en Algérie. De toute façon, ça fait un moment qu'il n'y a plus de Hirak en Algérie, puisque juste sortir le vendredi, marcher dans la rue avec les slogans qu'on connaît, etc. Si c'est ça, un mouvement, franchement, moi, il faudra m'apprendre ce que c'est un mouvement. Un mouvement, oui, tu manifestes d'abord, massivement, pour marquer ta détermination, mais ensuite tu travailles pour faire aboutir tes revendications, et c'est pas juste en sortant dans la rue chaque vendredi, et c'est tout. Et c'est comme ça que ça va passer. C'est impossible. Voilà. D'ailleurs, on l'a vérifié, puisque ça n'a abouti à rien, ou presque. Ok, pas le Hirak du 22 février, qui lui a abouti. On n'a plus Bouteflika, on n'a plus la Sabra, et enfin on en a encore plein qui sont là partout, à tous les niveaux de l'État, tous les niveaux de la société. C'est pas encore fini, mais les plus gros, ceux qui avaient tous les pouvoirs, les cordons de la bourse, eux, non, ils y sont plus. Bon, maintenant, ça n'avance plus. Ça, on le sait aussi depuis longtemps. Et ça a pris des tournures, c'est parti dans tous les sens, ça on le sait aussi. Alors, maintenant, ceux qui sont à Paris actuellement, ils manifestent pourquoi? Comment tu manifestes à l'étranger? Pourquoi? Normalement, c'est pour marquer ta solidarité avec les gens de ton pays. Ok. Ou bien, je me souviens, j'habitais Paris à un moment, à Faubourg-Saint-Denis, c'était le quartier turc et tout, et je voyais souvent les Kurdes. Les Kurdes, ils manifestaient, ils faisaient une manif le samedi ou je ne sais quoi. Voilà, ça durait une heure, une marche, pour revendiquer leurs droits en Turquie, parce qu'ils ne peuvent pas le faire là-bas. Donc, soit tu ne peux pas le faire, mais ce n'est pas le cas pour l'Algérie, puisqu'on peut manifester en Algérie, qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Hein, pendant un an, ça a manifesté sans problème. Là, c'est le coronavirus qui fait qu'on ne manifeste pas. Mais, donc, on peut. Donc, c'est pas de la solidarité. Là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites, vous, là, qui êtes à la place de la République? Qu'est-ce que vous faites à manifester dans un pays étranger pour la politique de ton pays? Je ne comprends pas. واش راكم ديروا نتوما اللي روحوا لبلادكم ومانيفستيو. Agissez dans votre pays. Ça sert à quoi ce que vous êtes en train de faire? Soit ceux qui manifestent à l'étranger, c'est soit ils ne peuvent pas dans leur pays, donc ils sont interdits dans leur pays. Donc là, qui est interdit dans le pays finalement? C'est les ex du fils, hein, Rachad et compagnie, et les gens du MAC. Eux, ils ne pourront pas manifester dans le pays. Eux, ok, je comprends qu'ils sont à Paris, ils manifestent. D'accord. Mais les autres, là, ceux qui sont patriotes, parce que je les crois patriotes, je les crois qu'ils aiment l'Algérie, bien sûr, et on ne va pas leur enlever ça. Je les crois. Mais vous vous trompez, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous foutez? Les Gilou et compagnie, ces gars-là, qu'est-ce que vous foutez en France à faire des agoras, des forums, machin? Si c'est pour monter un parti politique, ok, allez-y. Mais vous n'avez pas besoin d'aller le faire dans la rue. Faites-le dans des salles, organisez-vous, montez un parti. Mais si c'est juste pour aller dans la rue, parler, et puis vous faites n'importe quoi, c'est clair, net, franchement, je comprends pas ce que vous faites. Je comprends pas, et ça ne sert à rien en plus, ça ne sert à rien ce que vous faites. Laissez le rachat, laissez le Mac, laissez Yaklo Bardarum, laissez-les, ils se bouffent.
Qu'est-ce que vous foutez avec eux déjà? Et en plus, même là, vous réagissez tous, oui, Rachad, ils sont là, etc. Eh ben, vous le saviez depuis le début qu'ils étaient là. Vous saviez depuis le début qu'il y a le Mac avec vous au milieu. Moi, je suis jamais allé à la République. Bon, toute l'année dernière, j'étais en Algérie jusqu'à la fin de l'année. Là, je suis bloqué en France à cause du coronavirus. Je ne peux pas rentrer pour le moment. Mais jamais je ne viendrai à la place de la République. Jamais. C'est incroyable, quoi. J'ai manifesté en Algérie pour le Hirak, mais pas ici. Je comprends pas. Bref, ça ne sert à rien ce que vous faites, et c'est vraiment contre-productif. Bon, bah, on se rappelle tous les manifs qu'il y a eu, ou lèche-vote, que ce soit en Algérie, partout, pour dénoncer la mascarade électorale, etc. Bon, euh, vous avez essayé d'influer sur le vote, ça n'a pas marché. Les gens, ils ont voté, il y a eu le vote. Et ne nous prenez pas pour des naïfs. Quand on vote, c'est pas, on vote pas pour le meilleur candidat. On n'est pas là à croire qu'un candidat, ça y est, il va tout faire comme il faut et compagnie. On vote toujours pour le moins pire. Et le moins pire, c'était le vote et pas la transition. Ça, c'est prouvé aussi. Vous pouvez toujours courir pour qu'on vous dise le contraire. Maintenant, vous réclamez de la démocratie. La démocratie, c'est une culture, ça se construit. Oui, alors l'État, bien sûr, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que on doit mettre, numéro un, c'est mettre fin à la crise politique. Donc, dont vous faites partie, les gens de la République, les gens en Algérie, qui sont toujours dans cette dynamique de il y a toujours la SABA qui est au pouvoir et il n'y a rien qu'à changer, il faut qu'on gueule beaucoup ça, et compagnie, avant que, avant que les choses entrent dans l'ordre. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a eu, faut arrêter, numéro un, faut arrêter avec cet argument de président illégitime. Ça, c'est vraiment repris par beaucoup de journalistes européens, etc. Bien sûr, parce qu'ils vous entendent le dire, donc ça les arrange, ils reprennent cet argument. C'est faux que ce vote était illégitime et que ce président est illégitime. Il y a eu, je vous rappelle que les abstentionnistes, quand tu t'abstiens, il y a un vote, tu t'abstiens, c'est tu fermes ta gueule, quoi, en quelque sorte. Hein, d'accord? Tu fermes ta gueule après. Tu te tais. T'as pas voulu voter, là tu te tais, c'est tout. De toute façon, ta voix vaut zéro. Elle vaut zéro dans l'argument politique. Vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis pour le vote, mais enfin, c'est la meilleure solution que tout le monde, dans le monde entier, on a trouvé pour pouvoir que chacun exprime son avis, quoi. Plus oui ou non, voilà. Bon, c'est le seul moyen qu'on a trouvé, le moins pire pour le moment. Donc vous pouvez pas dire que 8 millions de votants, même si moi j'y étais en Algérie le 12, d'accord? Donc j'étais à Khenchla exactement, j'ai vu Khenchla, ça, enfin pas dans la même journée, mais j'ai vu en tout cas à Khenchla et dans les environs, j'ai vu les gens aller voter en grand nombre, très grand nombre. Il n'y a pas eu de problème là-bas avec les bureaux, comment dire, des bureaux bloqués, etc., comme ailleurs en Algérie. Les gens, ils ont voté, les femmes, je les sortais en masse voter, en masse, entre guillemets, on est d'accord, mais vraiment, il y avait beaucoup de monde qui votait. Donc, parmi c'est beaucoup de monde au total, les chiffres officiels, c'est 8 500 000 votants. D'accord? Et Tebboune a eu 58% là-dessus. Tous les observateurs internationaux, etc., reconnaissent que parmi les votants, à l'intérieur du vote, Tebboune, c'est bien lui qui a gagné. Ça, ils reconnaissent vraiment que ces chiffres ne sont pas trafiqués. Il y a eu une large majorité pour Tebboune, dès le premier tour. Il a recueilli près de 5 millions de voix. Même si, il y a eu trafic à la marge ou pas, etc.
même malgré tout ça, vous ne pouvez pas nier. C'est vraiment antidémocratique de toute façon de le nier, de dire il n'est pas légitime. C'est pas parce que toi t'as pas été voté, tu étais contre le vote, alors que tu as tort à 100%, puisque ta période de transition, ça aurait été une catastrophe pour l'Algérie. Au lieu de revenir là-dessus, tu parles d'illégitimité des autres. Mais c'est vous qui êtes illégitime dans votre argument. D'accord? Vous ne pouvez pas nier des millions et des millions d'Algériens et Algériennes qui sont sortis voter. Vous ne pouvez pas les nier, cela. D'accord? Voilà. Donc, il faut mettre fin à la crise politique. Déjà, vous, dans vos arguments, et puis l'État, plus d'ouverture, plus d'égalité démocratique, plus de droits, etc., etc. Ça, c'est à l'État de le faire, avec le peuple, toujours avec le peuple. Mais il faut que ce soit des partis politiques, qu'il y ait des partis politiques qui tiennent la route pour ça. Vous n'allez pas me ramener le RCD, qui sont zéro, qui sont des incompétents. D'ailleurs, c'est juste un parti régionaliste, un peu comme les Corses. Les Corses, oui, ils agissent dans l'intérêt de leur pays, de leur île. D'accord. Mais au niveau national, il valent zéro. D'accord. Ben, le RCD, c'est pareil. Au niveau régional, ok, s'il veut, que ce soit un parti régionaliste, s'il veut, il n'y a pas de problème. Mais au niveau national, il vaut zéro. Voilà. FFS, c'est un peu pareil, à moindre mesure, parce qu'il est un petit peu plus... Il tient un peu plus la route au niveau national, mais c'est pareil quand même. Et après, bon, et puis, alors les autres partis, FLN, RND, machin, et compagnie. Normalement, les prochaines, là, il y a la Constitution. Comment ça, avec débat, sans débat, mais la Constitution dans les pays, elle se fait pas avec des débats. On n'est pas dans une constituante. Donc c'est des spécialistes de la Constitution qui font ça. Ils la proposent au peuple, comme De Gaulle avait proposé la 5e République, il n'a pas été voir le peuple, dis-moi ce que tu veux, etc. Pourtant, il était en pleine crise aussi, avec la guerre d'Algérie, etc. Vous vous souvenez il n'a pas été faire comme ça, il a proposé une constitution et le peuple a voté. Il s'exprime en votant. Toujours. Vous n'allez pas nous la ramener encore avec la Constitution. Oui, on veut avoir droit au chapitre. Ben, allez-y. Il y a quelques organes là qui débattent. Mettez vos idées en place. Proposez des idées. Faites-les monter. Faites-les entendre. Qu'on puisse savoir. C'est pas après. D'avance, on sait. Hein, vous allez commencer à dire où lèche la Constitution. Hein, encore. Ou cache la Constitution, vous avez encore un coup d'épée dans l'eau. Donc mettre fin à la crise politique, de votre part, de la part des gens de République, et consorts, et tous ceux qui sont comme vous, et que l'État, lui, fasse son boulot au niveau donc de proposer une Constitution qui tienne la route, et on votera oui ou non. Voilà. Donc oui, en général, j'espère qu'elle tiendra la route, la Constitution, pour qu'on puisse voter oui. Pourquoi? Puisque sans Constitution, on ne pourra pas faire des législatives. Et c'est hyper important, les législatives. Législatives, c'est quand même le Parlement, c'est quand même les députés, c'est quand même l'articulation démocratique, les contre-pouvoirs, etc. Donc, qui sont dans la Constitution actuellement. On va leur donner plus de pouvoir. Ces députés, vous voulez qu'on vote pour qui? On va voter pour le FLN, pour le RND, pour le RCD, toujours les mêmes? Moi, je ne voterai pas, ça c'est clair et net. Je ne vote pas pour eux. Donc, vous, les démocrates, qui êtes des théoriciens politiques, etc., proposez-nous des nouveaux partis, qu'on nous propose des nouvelles têtes, des gens qui vont tenir la route, qui sont honnêtes, qui sont travailleurs, et on votera pour eux. Et on aura un nouveau Parlement qui pourra exercer des pressions sur l'exécutif. Donc mettre fin à la crise politique, ça c'est le numéro 1. Et comment mettre fin? Je vous ai dit, arrêtez avec de dire que le président est illégitime parce que t'as pas été voté, ça c'est clair. Arrêtez de la gentillesse pour la Constitution de la rejeter par avance, parce que vous en parlez pas beaucoup là pour le moment, hein, on les entend pas, mais évidemment quand ça va commencer à s'approcher, c'est là où ça va monter la crise pour la Constitution,
Mais cette fois-ci, ça passera pas comme la dernière fois au niveau du vote. Personne n'empêchera les Algériens d'aller voter cette fois-ci. Ça, c'est clair. Il y a une deuxième chose, donc la République, on entend beaucoup aussi, quand je vois les vidéos, c'est la crise identitaire. Il faut mettre fin à la crise identitaire, c'est pareil. Alors je parle pas du MAC, le MAC c'est les étrangers à leur pays qui se sont alliés, qui préfèrent s'allier au diable que d'être algériens. Donc on ne parle pas de cela. Moi je parle de ceux qui, voilà, donc on est berbère en Algérie, ça suffit la culture arabe et tout ce qui va avec. Bien sûr, on n'est pas des moyens orientaux, on le sait pas parfaitement. Qu'est-ce que c'est que cette crise identitaire encore qui va traîner des siècles et des siècles? Les choix ethniques, donc on se reconnaît dans une ethnie, on se reconnaît dans une langue, on se reconnaît dans une région d'où on est né, on se reconnaît dans un pays. Mais un pays, il a plusieurs ethnies. Tous les pays du monde, quasiment, ils ont plusieurs ethnies, etc. Mais ils ont un espace commun qui est la nation qui les rassemble. Nous, notre langue en Algérie, comment dire, la langue numéro 1, c'est l'algérien, le derja. C'est pas ni l'arabe littéraire, ni le berbère. Moi, je suis chaoui, hein, et je suis fier qu'on parle notre langue dans notre région, mes cousins, tout ça, tout le monde parle le chaoui, etc. Que le kabyle parle le kabyle, c'est super, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Mais il faut bien admettre qu'on est des Algériens, qu'on est dans un pays, et c'est ce qui est notre point commun. Ensuite, que chacun soit fier de son identité culturelle propre à lui, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut pas perdre ça. Mais on n'en fait pas une crise nationale de son identité berbère. D'accord? Ça, c'est clair. Je vais vous passer une petite vidéo qui va en parler après rapidement, quoi. C'est un gars qui a fait une vidéo sur l'origine génétique des Algériens, l'ADN, etc. Donc c'est très intéressant comme vidéo. Bon, ça ne durera pas longtemps, 2 minutes. Ça résumera quelques petites choses, comment dire, qui peuvent aider à dépasser cette crise identitaire, puisque ça suffit, quoi. Ça suffit, la crise identitaire. La crise politique, il faut la passer. Il y a beaucoup de choses à faire. On a assez de boulot avec ça pour que ça suffit avec votre crise identitaire, les gars, la République. Ça suffit. Ça suffit. Ça sert à rien. Ça sert à rien. L'Algérie, on va pas d'un seul coup tous se mettre à parler kabyle ou je ne sais quoi. Il y en a, ils me disent, enfin bon, allez, je rentre pas là-dedans, c'est bon. La crise identitaire, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut y mettre un terme. Ça suffit. On est des Algériens. On parle l'algérien. Et puis, la langue berbère, bien sûr, elle doit être enseignée. Tant mieux si des Oranais parlent aussi le berbère, le kabyle dans la rue, etc. Et des Al-Nabi, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais vous allez pas, on va pas changer de langue. Ça y est, c'est le derja, notre langue. On le sait. Ça y est, tout le monde parle derja. C'est bon. C'est réglé, ça. On parle derja. On n'est pas des Arabes, mais on n'est pas obligé de tous parler le berbère. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et le troisième point essentiel pour moi, c'est de mettre fin à la culture de la corruption. La culture de la corruption, alors, on connaît la corruption d'État, mais aussi on connaît le pouvoir de nuisance de chacun. Chacun est corrompu. Chacun corrompt. Hein, chacun peut se regarder dans le miroir et le sait. Chacun a un pouvoir de nuisance dans son pays. La corruption, c'est aussi ne rien foutre, ne pas travailler, ne vouloir que de l'argent facile, ou bien ne pas faire l'effort d'aller travailler, de créer des sociétés, je ne sais pas moi. Ça peut être ça aussi, la corruption. C'est-à-dire, tu ne fais rien pour avancer. La corruption, c'est l'État.
on le sait bien. Et la corruption, elle est aussi dans le peuple. Et ça, on le sait bien aussi. C'est une culture, c'est devenu une culture. Mettre fin, ben, c'est soi-même déjà refuser ça. Refuser d'être ou corrompu par un fonctionnaire ou corrompre un fonctionnaire. Déjà pour avoir un appart, pour avoir un enseigne, pour avoir... On connaît tous les problèmes là-dessus. D'accord. Et ça, c'est qu'on soit berbère, kabyle ou quoi que ce soit. La corruption, elle est partout. On est d'accord. On est d'accord. Bon, donc les trois axes, c'est ça. Le République, ça suffit, la crise politique. Maintenant, on doit être dans la construction politique. Donc il faut arrêter avec l'illégitimité du pouvoir, le pouvoir assassin et blablabla, blablabla, ça suffit. Là, la crise identitaire, c'est pareil, ça suffit les gars. Vous êtes des patriotes algériens, donc montrez-le et mettez-vous au boulot au lieu d'être là dans un pays étranger. Vous voulez construire votre pays en France, c'est ça, je comprends rien du tout. Moi, je rentre en Algérie, je suis rentré en Algérie après avoir vécu des dizaines d'années en France, j'ai grandi ici, et maintenant je fais le sens inverse, moi je pars vivre, je reviens en Algérie, j'ai monté une société et je vais continuer, dès que je peux y retourner, j'y vais, j'y reste, je reviens plus, je m'en fous, Corona, pas Corona, je reste là-bas, j'aurais préféré être bloqué là-bas que bloqué ici, d'accord, hein, ici à Paris, voilà, donc si vous voulez montrer votre solidarité et que vous aimez votre pays, normalement vous rentrez, vous travaillez là-bas. Ça c'est mon avis. Et c'est pas en manifestant à Place de la République stérilement. Maintenant vous êtes en train de vous embrouiller avec des rachats, des Macs, des machins, et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Laissez-les entre eux. Laissez-les entre eux. Et si vous êtes vraiment sincère, rentrez dans votre pays, travaillez dans votre pays. Et là, on pourra reparler ensemble. Voilà, bon, je vous laisse avec les 2 minutes de petite vidéo. Et assalamu alaikum. Azul Flawen, comme il dirait les cases. Azul Flawen. Et Inch'Allah al-khair. Inch'Allah, Rabbi yahdikum yahdina. Ayyam as-salam. Il semble qu'elle a été amenée par une vague proche-orientale de la fin du néolithique ou du début de l'âge de bronze. Un linguiste qui s'appelle Roger Blanche a publié une étude en 2012 qui étudie la structure grammaticale de la langue berbère. Selon lui, le berbère et les langues sémites appartiendraient à un même sous-groupe au sein même de la grande famille des langues afro-asiatiques. Le berbère s'est selon lui exporté en Afrique du Nord entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Il a été amené par des populations d'éleveurs de bétail. Et toujours selon lui, la langue berbère aurait remplacé les autres langues nord-africaines au tout début de la période romaine. Si on se fie à cette étude, alors c'est une vague proche-orientale du début de l'âge de bronze qui aurait amené la langue berbère. Les populations présentes avant cette date parlaient donc probablement d'autres langues. Les Ibéro-Mauriciens par exemple devaient donc très probablement parler une langue afro-asiatique, mais une langue afro-asiatique différente du berbère et qui aurait disparu aujourd'hui. Voilà, ces vagues migratoires forment le peuple autochtone du Maghreb qui était présent avant que les historiens ne se mettent à témoigner. Mais bien sûr, il y aura d'autres vagues migratoires à des périodes plus récentes, des périodes que l'on connaît beaucoup mieux historiquement. Des vagues en provenance du Proche-Orient, d'Arabie ou d'Europe du Sud. Il y a eu une vague en provenance du Proche-Orient, à l'époque phénicienne, mais cette vague reste probablement assez petite, et la chute démographique des Africains romanisés à l'époque byzantine, à mon avis, a beaucoup réduit les effectifs. Il y a eu des vagues européennes à plusieurs époques, une à la période romaine, une à la période vandale, mais à mon avis ces vagues-là étaient limitées, et une qui a été sous-estimée, c'est la vague de la période ottomane. À cette époque, il y a eu de nombreux Européens qui se sont retrouvés au Maghreb, de gré ou de force. Il y a eu beaucoup d'Andalous qui sont venus au Maghreb et qui ont amené du sang européen dans leurs veines, et il y a eu aussi beaucoup de janissaires ottomans, qui étaient bien souvent originaires d'Europe de l'Est. Mais la grande vague qu'il y a eu lieu à l'époque historique, c'est la vague arabe du XIe siècle, la fameuse migration des Banu Hillel. Il y a des grands débats entre les historiens sur les chiffres, à savoir si c'était une grande vague ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, environ un quart des Algériens possèdent un haplogroupe J1. Mais si on compare nos gènes aux gènes de personnes originaires d'autres pays, on se rend compte qu'on est en réalité assez homogène. Et pas seulement entre Algériens, mais entre Maghrébins de manière générale. On a tous été touchés par les mêmes vagues migratoires, mais on l'a été à des proportions différentes selon nos régions. Aujourd'hui, on peut dire que les Maghrébins forment un groupe génétique commun,
car ils sont issus d'un même mélange de populations, et qu'au final ils sont très proches génétiquement. Voilà, donc on forme un groupe génétique commun. Par contre, il y a bien eu plusieurs vagues migratoires. On n'est pas une espèce de race unique qui s'est développée toute seule dans son coin depuis le début de l'humanité. On a eu plusieurs influences qui ont marqué notre histoire et qui ont aussi marqué nos gènes. Mais quoi de plus normal? On a un pays à la croisée de plusieurs mondes. Le monde berbère, le monde méditerranéen, le monde arabe et le monde africain. Et ça, c'est aussi écrit dans notre ADN.